Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 février 2019 et aujourd'hui je rends des livres. Alors c'est la semaine de pause pédagogique mais je suis quand même à l'université. Je dois vous avouer que les locaux sont très déserts. La raison pour laquelle je suis à l'université c'est parce que j'ai quelques formalités administratives à régler dans mon bureau, mais j'ai aussi de nombreux livres à rendre, ce qui va me permettre de faire une vidéo Je rends des livres. Et cette vidéo Je rends des livres, je la fais dans le bureau Tanner 45. Et oui, le bureau qui donne son nom à la chaîne, bien que depuis maintenant 3 ou 4 ans en fait, j'ai changé de bureau et j'occupe désormais le bureau Tanner 38. Mais voilà, c'est comme ça, la chaîne s'appelle Tanner 45 et je trouve ça très bien. Plein de livres à rendre. Un livre que je n'ai pas lu mais dont mon épouse m'a beaucoup rendu compte, Les transclasses ou la non-reproduction de Chantal Jacquet. Chantal Jacquet, c'est une philosophe spinoziste ou spinozienne, dont j'ai d'ailleurs commencé à lire un livre, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler à un moment donné. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais comme en fait, par ailleurs, un collègue de mon épouse lui a prêté son exemplaire de ce même livre, je peux le rendre sans problème. Et c'est un livre qui travaille justement sur cette question des transclasses, c'est-à-dire des individus, dans quelles conditions, et c'est un vrai livre de philosophie et pas un livre de sociologie, bien qu'évidemment Chantal Jacquet s'appuie aussi sur des éléments sociologiques, c'est un vrai livre de philosophie dans lequel elle utilise aussi des exemples littéraires, des exemples de son entourage aussi biographique, pour parler de ce phénomène des transclasses, c'est-à-dire des exceptions apparentes aux thèses de Pierre Bourdieu. Je vais en lire un extrait. Tiens, celui-ci par exemple. Plus ou moins à son insu, l'enfant est la voix des désirs frustrés de ses parents et tend à satisfaire leur volonté de revanche sur la misère, la honte et la stigmatisation dont ils ont fait l'objet. Il se fait le justicier de cette souffrance d'être des moins que rien, en cherchant à réaliser le rêve pieux selon lequel les derniers seront les premiers, et à accomplir le vœu parental d'une existence meilleure pour la génération à venir. Ainsi, des parents qui reproduisent malgré eux un ordre qui les écrase, vont avoir à cœur de faire en sorte que leur enfant n'ait pas la même vie qu'eux, au prix de sacrifices immenses, y compris le plus grand, à savoir la perte de celui qui va nécessairement s'éloigner du giron familial. Dans son désir d'être aimé et de complaire à sa famille, l'enfant va s'efforcer de se conformer à ses aspirations et être expulsé presque malgré lui de son milieu. La non-reproduction est donc la forme singulière que peut prendre un refus collectif de la reproduction. En l'absence de révolte ouverte ou de révolution collective, c'est un cri sourd de protestation du corps familial dont un individu se fait l'écho et qu'il prend en charge parce que c'est la place qui lui a été assignée dans la fratrie. Chantal Jacquet, Les transclasses, aux éditions Presse universitaire de France. Un autre livre dans ma pile de livres à rendre, c'est un texte, c'est un des nombreux volumes de prose rassemblée publié par Jacques Reda aux éditions Fata Morgana. Celui-ci s'appelle Accident de toilette, accident au pluriel, et ça parle principalement, ce sont des proses qui prennent pour prétexte des situations vestimentaires, des occasions vestimentaires, et c'est un recueil qui mélange d'ailleurs assez savamment des passages versifiés à des passages de prose. Donc Jacques Reda s'amuse, fait des expérimentations formelles. J'ai trouvé ça en fait assez vain, et je dis ça parce que qui aime bien châtie bien, dira-t-on, hein, qui bene amat, bene castigat. Et moi j'aime beaucoup Jacques Reda, j'ai vraiment une admiration, un amour pour ses premiers recueils, ainsi que pour tout le projet de la physique amusante, les 5 tomes de poèmes versifiés sur des questions de physique et de philosophie des sciences. Et il y a un certain nombre de ses proses que j'aime bien aussi. J'ai tendance à avoir plus de mal avec sa prose qu'avec sa poésie. Et alors ici, on est vraiment dans ce cas-là, parce que j'ai trouvé ce recueil vraiment pas particulièrement passionnant. Je n'en parle donc pas plus longtemps. Mario Battista, Langue fourchue, alors ça je l'ai emprunté par un hasard total, ou plus exactement un hasard qui se reproduit assez régulièrement. Comment? Eh bien, il y a 2 manières d'emprunter à la bibliothèque universitaire, soit par les magasins, soit directement en rayonnage, après avoir regardé, après avoir consulté le catalogue informatisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au rayon littérature française du XXIe siècle, je jetais un petit œil comme ça, par-ci par-là, et notamment pour chercher des livres d'Emmanuel Hoccart, dont je vais parler après, et je me suis retrouvé à vérifier que les livres de Pierre Barreau, les exemplaires de Clonc et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau, étaient bien arrivés, avaient bien été mis
sur les rayonnages. Et effectivement, ils y sont. Et du coup, je me suis amusé, j'avais d'ailleurs pris la photographie et je l'avais postée sur Facebook, je me suis amusé à regarder les livres qu'il y a juste à côté. Et j'ai souvent découvert des textes comme ça, en fait, en regardant des livres à la même lettre. Moi, je considère que les bibliothèques, c'est d'ailleurs le cas aussi dans les bonnes librairies, mais les bibliothèques sont aussi le fruit de hasard. Je crois avoir découvert à l'époque à la médiathèque de Beauvais Chaussures de Nathalie Quintane, le premier livre de Nathalie Quintane, de cette façon-là. Donc ce sont des hasards qui quand même font parfois bien les choses. Et donc juste à côté de Clonc et ses dysfonctionnements, actuellement à la BU des Tanneurs, à la BU Arts et Lettres de Tours, il y a ce petit livre, ce petit texte théâtral, Langue fourche de Mario Battista. Ma langue a fourché, j'ai dit fourchu. Et je vais en lire un extrait, c'est aux éditions Théâtre Ouvert, Tapuscrit. Et la rue maintenant, le refuge au dehors, le noir de l'angoisse, dans le trou d'origine, trou de la mort et de ma vie, souille des traits de lampadaire. Me voilà dedans, jamais j'ai voulu sortir de là. Avant, pas comme ça, le brouillard et le froid de ville, le travail endormi. Avant, mon lit à moi était là, mon berceau, mon sommeil étendu, moi recroquevillé dedans. L'eau tiède qui isole, les bruits du monde arrêtés autour. Plus de plastique, des passants qui s'avancent partout autour. La course de la peur qui dégringole, confiture sur ma propre angoisse. Là-dedans, pour toujours ne plus sortir de là et quoi faire, le milieu de la nuit, au-dessus de moi l'épée obscure et je marche dans cette vie, dans cette ville. Quel travail il faut faire. Moi l'homme à langue fourche, l'idée à l'ennemi, quel espace ouvrir ici? Une ligne sur ton modèle, terre d'ici, même couleur et chevelure, terre exemplaire. Il faut faire ton miroir, moi, l'épingle argentée dans tes cheveux de vieille, moi, le miroir qui ment dans le petit commerce, petite fortune, petite sœur de ta grande fortune, farouche et blindée contre les appétits féroces. Terre revêche contre l'étranger, ma langue fourche qui vante ta beauté, la plus belle exception. Me croire, tu ne le peux pas. Mon hésitation dans la bouche, le frémissement du reptile. Horreur, l'homme sombre, malhonnête, espérance, c'est bien toi qui le regardes. Toi qui te rebiffes contre moi. Le regard de travers, la démarche hésitante et le pas qui dérive, loin de mon odeur, loin de ma présence, on dirait la peur, oui, je le vois dans tes yeux, ta faiblesse lâche, diabolique ombrage, quelle force il y a en moi, quelle envie se comprime et m'étouffe encore, ce monde d'ici contre mon couloir d'enfance. Mario Battista, langue fourche. Poète que j'ai peu pratiqué et que je continuerai de ne pas pratiquer parce que je n'y comprends pas grand-chose. Claude Royer-Journoux, dont j'ai emprunté un livre parce que à l'occasion de la mort d'Emmanuel Ocard, et je vais parler après d'Emmanuel Ocard, à l'occasion de la mort d'Emmanuel Ocard, j'ai relu un certain nombre aussi de textes critiques, d'articles critiques autour de cette mouvance poétique-là, on va dire. Et donc, j'ai réemprunté un livre de Claude Royer-Journoux, et ce volume s'appelle « La notion d'obstacle ». Alors c'est très caractéristique aussi d'un moment éditorial. Le livre doit faire 100 pages, et s'il y a 500 mots dedans, c'est le bout du monde. J'exagère, hein, évidemment, j'exagère. Mais enfin, les pages les plus remplies comptent 20 ou 25 mots. Donc ça joue évidemment énormément sur les blancs. Enfin, c'est un moment très particulier de la poésie française. Le recueil a été publié en 1978. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, évidemment, quand je n'arrive pas du tout à rentrer dans un livre, notamment dans une œuvre poétique, j'ai tendance à me dire que c'est moi qui dysfonctionne, que c'est moi qui ne comprends pas, que c'est moi à qui il manque quelque chose, et sans doute que c'est le cas. Toute lecture porte en elle-même les lacunes du lecteur, bien sûr, mais alors ce qui est amusant, enfin dans la coïncidence, je voulais raconter ça vite fait, c'est que quand j'ai emprunté ces livres il y a 2 ou 3 semaines, je suis passé par la librairie La Boîte à Livres, où je ne vais jamais, parce que c'est une très mauvaise librairie, et j'ai entendu en fait 2 libraires qui étaient en train de regarder un livre d'Emmanuel Laugier, L'œil bande en fait, et elles étaient en train de feuilleter l'œil bande d'Emmanuel Laugier, elles étaient en train de dire absolument n'importe quoi sur ce livre. Je connais assez mal Emmanuel Laugier, et donc elle disait, grosso modo, enfin c'est ça qui m'a un peu embarrassé, c'est qu'elle disait un peu à haute voix dans une librairie, alors qu'elles-mêmes sont libraires, elle tenait vraiment un discours complètement
bas de plafond anti-intellectualiste, genre mais quand même si on ne comprend pas ce que ça veut dire du premier coup, à quoi ça sert de lire ça, etc. Donc évidemment, moi, ça m'a interrogé parce que c'est presque le genre de réflexion que je finis par me faire devant ce type de poésie-là, devant la poésie d'Emmanuel Ocar. J'exagère, bien sûr, parce que je ne dis pas que ça sert à rien de faire un effort si on ne comprend pas du premier coup. Au contraire, l'essentiel de ce que je lis, moi, ou de ce que j'aime lire, ce sont des œuvres qui m'obligent à ne pas consommer. Ce sont des œuvres dont Roland Barthes aurait dit qu'elles étaient scriptibles et non pas lisibles. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits de consommation irréfléchis, mais ça nécessite un lecteur qui refait en quelque sorte le travail d'écriture, qui reparcourt l'itinéraire d'élaboration de l'écrivain. Bon, je reformule la théorie de Barthes un peu à ma manière. C'est au début des essais critiques, hein, ça se trouve en point seuil. Donc voilà, et donc du coup j'ai vu un peu, j'ai entendu un peu ces deux libraires qui disaient, mais quand même je le dis, hein, qui disaient vraiment n'importe quoi, qui tenaient un discours de café du commerce sur la littérature, c'était vraiment navrant, enfin, et terrifiant à la fois, et en même temps ça m'a rendu une sorte de miroir, parce qu'au même moment j'étais en train d'essayer de lire ce recueil de Claude Royer-Journoux, et j'étais presque dans cette attitude-là qui dit, mais je ne comprends rien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, si je ne comprends rien, je peux en lire un extrait. L'atterrement, ça s'appelle l'atterrement, il faudrait presque que je montre les pages au fur et à mesure. Alors, vous allez me voir les tourner. Vers le nom. Il taira le retour de la préposition devant le chiffre. La mainmise du neutre, quand le corps est une phrase à venir. Il, rien, la main passe. Corps noir dans lequel logeait le nom, la lumière n'est que sur la table, constituée par démembrements tributaires du sol qu'ils éveillent. Précarité du rôle, l'espace est une phrase que le point rassemble. La parole native de l'obstacle, une parole sans étendue. Elles observent l'imposition du nom, le sol qui les porte, tel sursaut d'effondrement, foyer de trouble. Au sortir de l'image, un chargement d'encre. Voilà, la notion d'obstacle, Claude Royer-Journoux, et j'ai lu l'atterrement qui se trouve à l'intérieur de ce recueil. On en vient à Emmanuel Ocar. Emmanuel Ocar, dont j'ai reparcouru un petit peu l'œuvre, et je ne vais pas en dire plus, je vais juste lire des extraits. 4 livres, tous publiés chez POL, et tous dans les collections de la BU. Le consul d'Islande, et alors l'exemplaire est très abîmé, et heureusement d'ailleurs la conservatrice qui a fait mes emprunts l'a remarqué, elle a dit oulala il est abîmé, je vais le noter, donc qu'on sache que c'est pas moi qui l'ai abîmé. Alors de toute évidence il est tombé sous une averse ou il est tombé dans la douche, je sais pas, mais il est vraiment gondolé comme un livre qui a vraiment pris un méchant coup de flotte, pour le dire vulgairement. Allez, c'est pas grave, je lis un extrait. Le début du chapitre 7. Cher docteur Friedrich, en voyant l'enveloppe, j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Un des timbres représentait un grand voilier. Cher V, je vous remercie pour l'envoi des photographies et des cartes postales. J'avoue que j'avais complètement oublié que je vous les avais confiées. J'imagine même que je vous les avais données, il y a si longtemps. Vous aviez disparu. Je me suis souvent posé des tas de questions à votre sujet, mais je ne savais même pas où vous joindre. C m'a fait part de votre rencontre dans un train. Elle m'a appris que vous avez une petite fille. Elle m'a dit que vous n'avez pas du tout changé, que vous étiez sur le point de partir vivre en Guyane. Elle m'a donné votre adresse là-bas où je vous écris aujourd'hui. Rien ne me ferait plus plaisir que de recevoir des nouvelles de vous. Mais peut-être ne le souhaitez-vous pas, les vies sont aussi pleines de trous. Par le plus grand hasard, j'habite maintenant à 2 pas de votre ancien appartement de la rue Malbec. Je pense toujours à vous. Le consul d'Islande, Emmanuel Ocar, 2000. Conditions de lumière des élégies d'Emmanuel Ocar, et il donne au genre de l'élégie une tournure extrêmement particulière, extrêmement personnelle. Je cite la 4e de couverture. L'élégie n'est pas dans les mots de la plainte, elle est dans la répétition des mots de la langue. Elle est cette répétition, la langue tout entière est élégie. Voilà un programme, tout un programme, pourrait-on dire. Et je vais en lire une, j'en ai même traduit, je crois, dans les traductions sans filet le mois dernier. Conditions de lumière 16. La lumière et la brique sont encore belles. Mots à côté pour pleurs, une page arrachée ou séparée. Et rien.
Au bord, les grenouilles chantent la nuit dans les arbres. Rien qu'un arrangement sans ordre. Une idée du cuivre. Conditions idéales de lumière. Par touche. Un objet fixé sur le seuil, dans la porte qui n'ouvre pas. Tu, rouge. Une parole élémentaire. La manière d'effacer, sans le rouge objet, ni recueillir le moindre bruit, les mots du titre. Jusqu'à épuisement de la première, comme personne, désirable personne, la surface de la terre, une seule s'ouvre. Voilà, j'ai lu les 5 élégies, les 5 brefs textes qui constituent la 16e des Conditions de lumière d'Emmanuel Hoccart, paru en 2007 chez POL. L'invention du verre, texte très étrange, qui m'a rappelé un tout petit peu enfin même plus qu'un peu, les language poets américains, Lynn Genian, Olson aussi, dans une moindre mesure. Et je vais en lire un passage. Dans la chambre des oiseaux, la flèche montre l'oiseau près du carré sous le nuage. Un quintet avant, des occasions de rebondir. Aristote donne des exemples. Horizon décrit une limite commune au contraire. Posez la question « Qu'est-ce que c'est ?» à un bœuf. Il ne répondra pas « Frontière ». Un monde de bateaux appelle des catégories fixes en nombre limité. Mettons 10. Et j'ai lu un extrait, mais c'est vraiment un extrait au sens premier du terme, c'est vraiment coupé, c'est excisé, puisque le passage que j'ai lu commence là, en milieu d'un vers dans la chambre, et s'arrête de même au milieu d'un vers. J'ai lu une page en fait, voilà, presque aléatoire, mais j'ai bien aimé cette page. J'ai pas tout lu en fait, mais j'ai bien aimé cette page-là. Et on termine avec le livre que j'ai préféré dans cette... Donc, j'ai fait une sorte de fonctionnement ascendant. Le livre que j'ai lu pour le coup en entier d'Emmanuel Hoccart, c'est un recueil de sonnets, un test de solitude, publié en 1998. Oui, je ne l'ai pas dit, mais l'invention du vers, c'était 2003, donc je ne les ai pas du tout présentés dans l'ordre chronologique, mais c'était aussi ma façon à moi de rendre hommage, un hommage posthume à Emmanuel Hoccart qui a disparu récemment. Je ne suis pas un grand lecteur d'Emmanuel Hoccart, on l'aura compris. Mais voilà, à l'occasion de sa mort, j'ai voulu quand même regarder d'un peu plus près cette œuvre que je connaissais de manière très superficielle. Alors les sonnets, Emmanuel Hoccart, il appelle sonnets des textes qui apparemment ne sont pas, enfin en tout cas ils ne répondent pas du tout aux normes de la forme sonnet, et même pas réellement à ce que l'on peut retrouver dans des formes diffractées, inspirées du sonnet, même dans le sonnet en prose. Et donc ça veut dire bien entendu que quand on lit ces textes-là, on les lit pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils proposent, mais on les lit aussi en tant que sonnet, et du fait que la couverture nous indique qu'il s'agit de sonnet. Vous savez, sonnet, c'est un sonnet, hein, comme dans le Misanthrope, me semble-t-il. Oronte, c'est ça, sonnet, c'est un sonnet. Je lis 2 sonnets différents. Dimanche 16 novembre. Table qui brûle dans l'angle mort. Son nom et sombre visage. Je soumettrai l'inattendu et l'inconcevable aux formules mathématiques. La vie pourrait être ainsi. Interrompue cependant la leçon de musique. Non, me dis-je, il peut y avoir à cela une toute autre raison. Peut-être même une question sans réponse. L'objet de ma flamme, je vois la souche qui brûle dans l'angle mort. Sous la pluie. Le messager du pain gagné par le sommeil. Le jour s'est levé. Oui, sa présence est têtue, comme un bruit de machine. Ouvre les mains pour dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les bruits, les guêpes, l'eau, les trèfles jaunes, la mer pâle, la promenade en espadrille blanche. Et dans ma lecture, j'ai voulu essayer de donner la lecture que moi je fais de ce texte en tant que sonnet. 2, 4, 1, 1, 8, 1, 6, 1. Voilà, c'est comme ça que moi je le lis aussi structurellement,
ce texte qui est un texte de vision, de regard, très 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 beau. Alors, il y en avait un autre que je voulais lire, qui porte le numéro 18, mais on va atteindre les fatidiques 20 minutes et 20 secondes, donc c'est le moment pour moi de me taire et de vous souhaiter une bonne journée.